Bonsoir tout le monde. Donc, je vais vous présenter ce soir une étude de performance IVDR pour les biomarqueurs d'angiotensine 1,7, qui est un heptapeptide, TGF-bêta, le facteur de croissance transformant bêta, et KL6, Krebs van den Longen 6, chez les patients atteints d'une COVID-19 sévère qui développent des séquelles pulmonaires. Après une introduction, je passerai par les méthodes, les résultats, et je terminerai avec une discussion et quelques perspectives. 41 millions d'hospitalisations et 11 millions de cas sévères Covid-19 ont fait trembler le monde durant la pandémie précédente. Nous avons tous porté le masque dans le but de pouvoir éviter les transmissions des cas sévères. Effectivement, dans une pandémie, la sévérité est très importante et c'est pour cela que nous avons développé au laboratoire LHUB-ULB une méthode qui permet de détecter de façon précoce quel patient sera atteint d'une COVID-19 sévère, aura besoin des soins intensifs et évoluera vers une séquelle, notamment la fibrose pulmonaire après une ARDS, qui est un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Comme méthode, nous avons collectionné des échantillons de plasma et sérum chez des patients aux soins intensifs et pendant 4 moments de suivi en pneumologie. 444 résultats de laboratoire de plusieurs biomarqueurs ont permis de déterminer des profils de biomarqueurs et leur intérêt à certains moments, donc en phase aiguë versus au suivi. L'heptapeptide d'angiotensine est pulmoprotective. Le TGF-bêta est en fait un régulateur de la fibrose. KL6 représente l'atteinte locale des alvéoles. CRP et ferritine augmenteront dans l'inflammation et LDH augmentera après lyse cellulaire. Tous nos patients aux soins intensifs avaient une image par scan CT thoracique d'ARDS. Donc l'échange d'oxygène était compromis dans les alvéoles. Et après les soins intensifs, assez rapidement, déjà 3 mois plus tard, nous avons vu sur les images de scan CT un développement de fibrose pulmonaire dans la majorité des cas, notamment dans 86% des cas. Et cela jusqu'à 1 an après les soins intensifs. Alors, pour déterminer quel était le nombre statistique significatif de patients à devoir tester pour obtenir des différences significatives entre les populations de Covid sévèrement atteintes versus les Covid asymptomatiques ou moyennement malades, versus les patients sains, nous avons utilisé une petite formule qui utilise la moyenne d'un biomarqueur, ici en l'occurrence l'angiotensine 1,7, la moyenne dans une population atteinte versus une population saine. L'écart type est également utilisé dans ce calcul et donc nous obtenons ici un minimum de 6 résultats à devoir obtenir dans chaque population. Donc dans nos populations, nous avions 17 résultats pour les patients sévères et un tout petit peu moins pour les patients asymptomatiques et les patients, c'est-à-dire les contrôles sains. Le but de ma présentation ce soir est de vous montrer une étude de performance IVDR. Donc, le sujet est en fait le règlement européen des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Alors, nous avons 3 volets auxquels nous devons répondre. Le premier volet, c'est l'étude de performance analytique. Le deuxième, une étude de performance clinique. Et le troisième volet, un peu moins connu, est l'analyse de risque-bénéfice. Et ce soir, je vais surtout m'attarder au risque-bénéfice. Et commençons par l'étude de performance analytique.
Donc, comme nous avons l'habitude d'effectuer dans nos laboratoires, l'étude de performance analytique reprend le biais, la répétabilité, la fidélité intermédiaire, l'exactitude. Nous voyons que les petites étoiles démontrent que nous sommes conformes aux critères d'acceptation prédéfinis pour peptide d'angiotensine, notre LOQ se trouve inférieur au domaine de mesure cliniquement indiqué parce que nos patients sévèrement atteints d'angiotensine ont des résultats entre 81 et 154 picogrammes par millilitre, tandis que les asymptomatiques ont des résultats entre 138 et 201. Alors, au niveau préanalytique, l'IVDR mentionne en fait quelques éléments préanalytiques dans la catégorie de performance analytique. C'est pour ça que nous avons testé la stabilité des échantillons et effectivement, nous pouvons garder les échantillons une semaine au frigo et ils supportent 3 cycles de décongélation. Après, nous avons effectué des tests de réactivité croisés avec l'angiotensine 2, ainsi qu'avec un médicament antihypertenseur, l'olmesartan, qui est en fait un antagoniste d'angiotensine 2. Pour la comparaison de matrices, on peut utiliser aussi bien du sérum que du plasma. Concernant l'étude de performance clinique, je vous montre les 4 populations que nous avons testées pour plusieurs biomarqueurs. Donc, la première population sont les patients COVID asymptomatiques ou légers. La population en vert, la deuxième, représente nos patients malades aux soins intensifs qui sont sévèrement atteints d'ARDS. En bleu, nous voyons ces mêmes patients, mais au suivi, après les soins intensifs, donc 3, 6 et 12 mois. Pour le TGF-bêta, vous voyez les 3 moments différents, tandis que pour les autres biomarqueurs, j'ai tout regroupé, comme le résultat était pareil à 3, 6 et 12 mois. Et alors, en 4e lieu, on voit les contrôles sains. Ceci nous a permis d'effectuer des profils de biomarqueurs. Donc, en fait, ce que vous voyez est un graphique qui représente, qui simplifie quelque part les résultats que nous avons obtenus avec les biomarqueurs différents. Et nous voyons que ces biomarqueurs nous donnent des informations intéressantes parce qu'elles ne sont pas les mêmes informations pour tous les biomarqueurs. Donc, l'angiotensine 1,7 porte un rôle principal lors de la COVID aiguë. Et ce qui est étonnant, c'est que nous avons découvert un déficit d'angiotensine justement chez les patients sévèrement atteints de la COVID. Donc, les patients qui ont réussi à augmenter leur concentration d'angiotensine 1,7 sont généralement asymptomatiques. Dans ce cas, on peut estimer que la concentration élevée d'angiotensine 1,7 contrebalance l'activation de l'angiotensine 2. Et donc, quand nous avons l'équilibre de l'angiotensine 1,7 qui est pulmoprotecteur versus l'angiotensine 2 qui est pulmodestructeur, nous voyons que les patients sont moins sévèrement atteints. Tandis que les patients avec le déficit d'angiotensine 1,7 pourraient bénéficier de thérapies supplémentaires comme par exemple une supplémentation ou des agonistes d'angiotensine 1,7. Passons au CRP-LDH ferritine. Ces paramètres nous montrent en fait un même profil. Donc, à partir du moment où leur concentration est très très fort élevée, nous obtenons donc une maladie sévère de COVID-19 en phase aiguë. Ce que nous voyons aussi bien chez l'angiotensine 1,7 que les marqueurs d'inflammation, c'est une stabilisation après les soins intensifs. Donc, leur niveau de concentration descend
se normalise dans la période après la COVID-19. Par contre, les biomarqueurs qui sont très intéressants dans le suivi après les soins intensifs sont le TGF-bêta et le KL6. Nous voyons que TGF-bêta diminue progressivement, tandis que le KL6 stagne jusqu'à 1 an après les soins intensifs. Alors, nous avons déterminé des cut-offs, donc un cut-off de normalisation et un seuil décisionnel. Donc, le seuil décisionnel permet de différencier des COVID légers de COVID sévères. Pour obtenir le cut-off de normalisation, nous avons utilisé une courbe ROC et on a repris les patients COVID-19 ainsi que les contrôles sains. Par contre, pour le seuil décisionnel de sévérité, nous avons utilisé les patients qui étaient sévèrement atteints de la COVID-19 et les patients moyennement atteints ou asymptomatiques. Ici, vous voyez une courbe ROC pour l'angiotensine 1,7 avec donc le cut-off décisionnel pour la sévérité qui se trouve à 138. Nous voyons une valeur positive prédictive de 97% et une valeur négative prédictive de 28%. Effectivement, 28% n'est pas très élevé pour une valeur négative prédictive et nous pouvons comprendre cela quand nous regardons le graphique de l'angiotensine 1,7. Donc, les cas sévères, en fait, démontrent une double population. Ici, au numéro 1, nous déterminons en fait la première étape pour trouver quel patient porte le phénotype angiotensin imbalance, donc un déséquilibre d'angiotensine. Par contre, les patients qui sont sévèrement atteints, mais qui montrent une concentration d'angiotensine élevée, nous trouvons en fait, disons, une deuxième méthode pour les différencier en utilisant un indice composé. Et effectivement, la puissance statistique est bien plus élevée pour différencier ces deux populations dans le deuxième test. Ainsi, nous obtenons une valeur positive prédictive de 97% et une valeur négative prédictive de 100%. Donc, nous travaillons en 2 étapes et ces 2 étapes sont reprises dans un algorithme décisionnel que nous appelons Theranostic, qui est en fait une aide à la décision médicale. Au final, nous pourrons déterminer quel patient tombe sous quel phénotype. Donc, nous aurons des patients avec angiotensin imbalance qui bénéficieront d'une thérapie spécifique d'heptapeptide d'angiotensine qui se trouve toujours sous clinical trial. Sinon, nous avons le phénotype hyperinflammatoire quand l'indice composé est élevé. Ces patients-là bénéficieront également de nouvelles thérapies, même des thérapies encore en phase de recherche. Et le troisième phénotype sont les hypo-inflammatoires qui, eux, par contre, resteront asymptomatiques ou seulement légèrement atteints sans séquelles. Passons à l'analyse de risque-bénéfice. Donc, j'ai voulu établir une analyse de risque en utilisant l'AMDEC. Donc, en anglais, cela s'appelle Failure Mode Effect Analysis. Nous avons des scores à apporter, premièrement à la sévérité, deuxièmement à la fréquence du risque et troisièmement à la possibilité de détecter le risque. Alors, un risque sévère sera la combinaison du score 3 pour la sévérité, d'un risque qui représente quelque chose de grave. Pour la fréquence, ce sera le score 4. Et pour le niveau de détection, quand nous avons une possibilité basse de détecter le problème, on donnera le score 3.
Quand on multiplie 3 fois 4 fois 3, on obtient 36. Donc, j'ai établi le cutoff à 36 par rapport au risque élevé. Alors, pour répondre à l'annexe 1 de l'IVDR, j'ai effectué un tableau dans lequel j'ai repris toutes les clauses de l'annexe 1. Vous voyez à gauche, la colonne représente les numéros de chaque clause dans l'IVDR. Alors, les résultats de sévérité, de fréquence et de possibilité de détection se trouvent dans les colonnes grisées. Et la première colonne bleue est en fait la Risk Priority Number, qui est tout simplement la multiplication des 3 scores précédents. Quand nous obtenons une multiplication égale à 36 ou supérieure à 36, nous pouvons considérer le risque en tant qu'élevé. Alors ici, pour moi, pour mon test de laboratoire, j'ai remarqué qu'au niveau de l'utilisation prévue de mon test, j'aimerais pouvoir offrir une réponse au clinicien dans le but de le guider par rapport au choix thérapeutique. Et dans ce cadre-là, il est important que je puisse délivrer des résultats au moins une fois par semaine. Naturellement, il serait plus intéressant de pouvoir délivrer les résultats jusqu'à 2 fois par semaine. Mais comme nous travaillons avec une méthode ELISA qui est manuelle, ce n'est pas facile de pouvoir offrir des résultats chaque jour. Quand le risque est élevé, la réponse est d'instaurer un KPI, Key Performance Indicator. Pour le deuxième point en bleu foncé, nous retrouvons des possibles erreurs d'utilisation, notamment dues au fait que nous travaillons avec une méthode manuelle ELISA et que l'étape de pipetting pourrait causer des erreurs de placement d'échantillons ou de réactifs dans les cupules. Pour cela, nous avons introduit l'analyse en duplicat. Quand nous continuons sur l'annexe 1 de l'IVDR, on arrive au second chapitre qui parle au sujet des exigences de performance, de design et de production de notre méthode. Alors, j'ai détecté 2 points avec un risque élevé, notamment le risque d'identification incorrecte des échantillons. Effectivement, quand on travaille avec une plaque à 96 puits, on ne peut pas identifier chaque cupule. Donc, on doit travailler avec un fichier Excel pour l'identification des patients et on doit faire très attention à la disposition de la plaque. Donc, dans ce cas-là, pour réduire le risque d'erreur, il faudrait qu'une deuxième personne passe sur le contrôle de l'identification correcte. Un autre point que j'ai relevé est la fonction de mesure. Donc, nous utilisons un spectrophotomètre pour mesurer l'absorbance pour la plaque ELISA à 96 puits, mais l'absorbance est un résultat brut. Donc, pour pouvoir recalculer la concentration correspondante, nous devons établir à nouveau dans un fichier Excel manuel une droite de standardisation pour en déduire les concentrations. Effectivement, nous pouvons taper des erreurs dans notre fichier Excel. Donc, pour cela, un double contrôle serait intéressant. La suite du chapitre 2, vous voyez, donc le chapitre 2 est très long. Nous arrivons ici à la clause 16, elle passe jusqu'à la clause 19. Nous avons relevé également un risque élevé sur les systèmes de programmation électronique. Donc, pour pouvoir offrir aux médecins l'indice composé, nous devons effectuer un calcul dans Excel. Il serait beaucoup plus intéressant de posséder un logiciel prédéfini qui effectue un calcul pour nous juste en introduisant quelques données brutes. Quand nous arrivons au troisième chapitre de l'annexe 1 de l'IVDR, je n'ai pas relevé de risque spécifiquement élevé.
Donc, en conclusion, j'ai relevé 5 points importants qui demandent un KPI avant de pouvoir entrer en routine. Maintenant, du point de vue de résolution de ces risques élevés, la meilleure méthode serait de pouvoir passer avec notre analyse de biomarqueurs sur un automate au Core Lab comme l'Ecobas et de pouvoir offrir l'analyse en continu sur une plateforme ECLIA. D'autre part, pour le calcul dans un logiciel, il serait magnifique d'avoir une interface commerciale. Mais nous n'en sommes pas là. Alors, je vous ai montré donc les 3 volets de l'étude de performance IVDR. Nous pouvons conclure que la technique présentée est IVDR-proof, donc nous répondons aux exigences de sécurité et de performance de l'annexe 1 de l'IVDR pour les 3 biomarqueurs dans le but de pouvoir les utiliser dans une COVID-19 sévère et pour pouvoir prédire des séquelles. Alors, les dispositifs médicaux présentés ici tomberaient sous la classe B. Maintenant, je suis toujours en phase de recherche scientifique, donc jusqu'à présent, mes tests sont considérés research use only et donc les research use only tombent en dehors du scope de l'IVDR. Par contre, à partir du moment où j'aimerais les utiliser pour délivrer des résultats de patients qui seront à leur tour utilisés par les médecins pour des décisions médicales, alors je risque l'inspection de l'AFMPS pour contrôler si je suis conforme à l'IVDR. Alors, nous avons donc vu les performances analytiques et les performances cliniques. Ce que l'IVDR exige se trouve dans la clause 9 de l'annexe 1. Et un petit mot très important ici est écrit en vert, s'il y a lieu. Le mot « s'il y a lieu » voudrait dire qu'en fait, nous ne sommes pas obligés de répondre à toutes ces exigences. De mon côté, je vous ai montré les exigences en vert, mais donc je voudrais vous rassurer qu'il n'est pas nécessaire d'y répondre, ou pas à toutes les exigences, aussi longtemps que nous pouvons décrire une justification pourquoi nous n'y répondons pas. Alors, j'aimerais apporter l'attention sur l'analyse de risque-bénéfice. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont les exigences les plus importantes en quantité. Quand nous regardons l'annexe 1, on voyait que la clause 9 comportait l'analyse de performance analytique et clinique, tandis que toutes les autres clauses, donc 19 des 20 clauses, concernent l'analyse de risque. Alors, mon point de vue personnel est qu'il est avantageux de répondre à chaque clause de l'annexe 1, comme l'exemple que je vous ai montré, parce que un inspecteur reconnaîtra rapidement les numéros des clauses et verra immédiatement que le laboratoire répond et est conforme à la norme. Par contre, l'approche que nous voulons choisir pour répondre à l'analyse bénéfice-risque, elle est libre. Donc ici, j'ai utilisé une approche AMDEC, mais nos experts en qualité peuvent nous indiquer toutes les approches possibles et imaginables qui sont décrites dans CaliLab. Donc, tout est acceptable aussi longtemps que nous pouvons prouver que le laboratoire travaille avec un système de gestion de qualité. Par rapport à la justification de l'utilisation, il faut décrire le rôle clinique de notre méthode. Ici, dans la description du rôle clinique, j'ai tenté justement de montrer les bénéfices de cette méthode. Ce qui est très important dans la description du rôle clinique est de spécifier pourquoi notre population de patients a spécifiquement besoin de notre test in-house. Alors, quelle documentation est nécessaire si nous voulons utiliser un test in-house en routine? Premièrement, la déclaration publique
avec l'identification du testing house et le nom de notre labo. Deuxièmement, une déclaration qui indique que nous sommes conformes à l'annexe 1. Après, en troisième lieu, il faudra montrer les détails de notre conformité à l'annexe 1, avec donc l'utilisation, le but de notre utilisation, la performance analytique et clinique et l'analyse de risque. Après, nous devons faire attention par rapport à une documentation supplémentaire qui pourrait être demandée dans certaines classes de risque. Donc, l'IVDR mentionne que certains documents pourraient être demandés par la FMPS par rapport au processus de fabrication et aussi aux locaux dans lesquels on fabrique le testing house. Également par rapport au design du testing house. Alors, ces documents dans l'IVDR, les 3 derniers documents sont nécessaires pour la classe D. Par contre, en Belgique, la loi a déterminé que nous sommes plus sévères par rapport à cette approche et notamment pour les dispositifs qui tombent sous la classe C, il faudra également montrer ces documents supplémentaires à la FMPS. Alors, en perspective, nous pouvons dire qu'après cette loi belge IVDR, il y aura bientôt un arrêté royal qui décrira plus concrètement quelle est la documentation que la FMPS pourra nous demander lors d'une inspection. La commission de biologie clinique a déjà reçu l'opportunité de fournir des remarques par rapport à ce projet d'arrêté royal. En ce qui concerne les perspectives de mon étude, je travaille pour l'instant aux analyses des échantillons des patients sévèrement atteints que nous avons suivis 2 ans après les soins intensifs. Voilà, je voudrais remercier le LHUB-ULB pour Merci pour ta présentation, Nathalie. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée? Comme d'habitude, on peut lever la main. Je ne vois pas de questions dans l'Assemblée. Donc, moi, j'avais une petite question. Donc, dans les marqueurs que tu as choisis pour pouvoir différencier tes différents groupes, est-ce que tu avais vraiment une valeur ajoutée en incorporant la ferritine? Parce que c'est vrai que c'est un marqueur, c'est une protéine de phase aiguë positive, comme la CRP, mais elle est quand même impactée par une cytolyse hépatique, une surcharge martiale éventuellement ou le statut martial. Donc, est-ce que tu avais vraiment une plus-value en ajoutant ce biomarqueur pour pouvoir séparer et discriminer tes différentes populations? Je ne t'entends pas en fait. Le micro s'est éteint tout seul. Alors, donc effectivement, j'ai testé plusieurs biomarqueurs et j'ai fait beaucoup d'analyses statistiques pour différencier toutes les populations. Et dans l'indice composé, en fait, la ferritine et la CRP démontraient justement la valeur ajoutée pour une différenciation des populations. Donc, il est vrai que je ne suis peut-être pas au courant de toutes les comorbidités comme celles que tu viens de mentionner, mais donc par rapport aux populations légèrement atteintes ou asymptomatiques, il y avait quand même clairement cette augmentation de ferritine qui faisait la différence. Ok.